sommes ensemble pour 45 minutes d'entretien avec le pasteur Dodo Kamba. Avec lui, on va évoquer toutes les questions relatives à l'église de réveil du Congo, cette structure qui, vous le savez, traverse une zone de turbulence. Alors ce soir, on le reçoit. Pasteur Dodo Kamba, bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également pour votre approche. Comment se porte l'église de réveil du Congo? Elle se porte bien. Vous avez parlé des zones de turbulence. Heureusement que ce n'est pas le crash. Nous nous portons bien. Comment doit-on vous désigner à ce jour? Vous êtes ancien président de l'ERC ou actuel président? Non, jusqu'à la preuve du contraire, je suis le président de l'institution, confession religieuse, Église du Réveil du Congo. J'ai l'engagé de par ma responsabilité en tant qu'interface. Vous dites que vous êtes encore président, pourtant les samedis derniers on a vu l'apôtre Paul Olangui être investi comme président de l'ERC. Bon, je ne sais pas répondre par rapport à ça parce que il y a une procédure pour l'investiture et la procédure pour la sortie des responsabilités dans une ASBEL. Et vous pouvez vous renseigner auprès des instances appropriées pour avoir des informations là-dessus. Et pour l'instant, je ne vais pas trop commenter là-dessus, mais il n'y a rien d'illégal dans tout cela. Donc, ce qui signifie que pour nous, ce sont des choses mal comprises, par contre, mais qui finiront par se réglementer. Alors, vous parlez de procédure. Dites-nous comment on devient président de l'ERC. Eh bien, c'est très simple pour ceux qui connaissent le loi et le règle. Mais pour arriver à la tête d'une ASBEL, ça se fait dans une assemblée générale. Quand on dit l'assemblée générale, les membres effectifs de cet organe, de cette institution, de cette ASBEL, disais-je, doivent être invités en bonne et due forme. Et ça, le ministère de la Justice doit être tenu informé. Et du fait que nous soyons représentés sur toute l'étendue de la République, cela revient à dire que tous les membres effectifs et sur toute l'étendue de la République devraient être saisis au préalable pour une convocation solennelle dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, tout dépend. Mais cela est lancé de par nos statuts par le président évêque général que je suis. Okay. Et après, il faudrait qu'il y ait une assistance impérative, un délégué du ministère de la Justice, forcément. Parce que à mon cas, l'autre fois, c'était lors de l'Assemblée générale, c'était le secrétaire général lui-même qui était venu. Donc ça peut être le responsable de l'administration, le ministre lui-même peut venir ou quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui soit délégué du ministère de la Justice pour attester à l'ouverture de l'Assemblée générale l'effectivité de la majorité des membres effectifs. Il faudrait qu'ils disent, qu'ils prononcent après vérification que le quorum est atteint. Ce qui signifie qu'après les travaux, après les activités, à la fin de cette assemblée, il faudrait que ces derniers encore, c'est-à-dire le délégué du ministère de la Justice, attestent que les lois n'ont pas été violées, tout a été fait en bonne et due forme. Et c'est alors qu'on prononce cette phrase « je prends acte ». Celui qui prend acte, c'est le délégué du ministère de la Justice, parce que c'est une ASBEL. C'est comme ça que ça se passe pour toutes les ASBEL dans notre pays. Donc nous ne sommes pas une exception. Et je crois que de cette formulation, c'est par là que je suis passé. Tout celui qui, même mon prédécesseur est passé par là. Donc ça se passe toujours de cette manière-là. Et du fait que ces choses n'ont pas été observées, et même quand vous parlez tout à l'heure d'investiture, je crois que celui qui prend acte d'une investiture, c'est le ministère de la Justice, et qu'il le fait en bonne et due forme en tenant compte des règles et des lois du pays. Et nous sommes dans un État qui se veut respectuer des règles, c'est-à-dire un État de droit. Il faudrait à un certain niveau, nous comme les hommes de Dieu, nous soyons en mesure de veiller à cela pour que au finish, que le peuple apprenne à obéir aux règles, aux lois du pays. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas enfreindre à ces principes. Alors, cette émission, nous la voulons pédagogique.
pour que les gens comprennent ce qui Tout se à fait. passe réellement. Tout à fait. On va un peu s'attarder sur l'Assemblée générale ou l'Assemblée extraordinaire. Quand vous la convoquez, comment s'est fait le choix du président de l'ERC? Est-ce qu'il y a une candidature ou c'est de manière consensuelle ou c'est de manière élective? Comment ça se passe? Il n'y a qu'une seule voie par laquelle on devient président de notre ASBEL confessionnel, l'Église du Réveil du Congo. La seule voie statutairement reconnue, c'est lors des élections. C'est-à-dire, celui qui doit être à la tête devra être élu par la majorité des membres effectifs. Voilà comment on procède. Et c'est ce qui a été le cas pour moi et le cas notamment de mon prédécesseur. Ça veut dire que celui qui veut être président, il se manifeste. Il se manifeste, on convoque une assemblée générale et je crois que mon mandat devra prendre fin en 2025 et lors de cette assemblée générale élective, si je voudrais postuler à nouveau, parce que j'ai droit à 2 mandats, je vais le faire. Si je ne consens pas de le faire, je vais aligner tout le monde qui voudra bien se présenter. À ce moment-là, il y aura une bataille, que le meilleur gagne. C'est comme ça que ça se passe. Et chez nous, vous pouvez même vous renseigner auprès de l'ECC, par exemple. Ils ont une synode tous les 6 ans. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on est resté dans ces principes-là. Vous avez un mandat de combien d'années? 5 ans. 5 ans. Une fois renouvelable. Ok. Alors, vos pères vous reprochent le clientélisme, le détournement. Comment vous réagissez face à ces griefs? Non, écoutez, le détournement, d'abord, on ne peut pas en parler parce que nous n'avons pas de subventions de l'État, nous n'avons pas de ressources qui nous donnent l'argent, il n'y en a pas. C'est-à-dire, c'est par contre des petits efforts avec les imprimés de valeur qui peuvent nous donner un peu de subsistance, mais tout compte fait, dans tout cela, d'ailleurs, j'ai pu prendre de ce qui était dans mon actif pour pouvoir suppléer à des besoins de notre organe. Et puis, en principe, ça devrait être le contraire. C'est l'RC qui me doit, en principe, parce que je ne veux pas rentrer à fond de cela aujourd'hui. Et le clientélisme, je ne sais pas à quoi il s'attelle. En tout cas, je n'ai aucune idée de cela. Ça dépend de celui qui l'évoque et comment il saura peut-être le justifier, mais je n'ai aucune idée. Je n'ai jamais vécu dans le clientélisme et ça ne m'arrange pas. Je n'ai rien à foutre avec. Excusez-moi, madame, parce que je suis un pasteur. Je préfère rester dans ma peau des pasteurs. Et je pense que s'il peut y avoir des reproches, peut-être que le sujet doit être ailleurs. J'ai suivi récemment, lors de cette fameuse investiture dont vous parlez, on dit que voilà, j'ai manqué du respect à quelques fondateurs et ceci. Voilà pourquoi, parce que j'ai leur ai manqué du respect, ils m'ont retiré la confiance et tout. Donc je crois qu'il y a encore un grief qui s'ajoute. En fait. Donc ça, c'est encore une autre paire de manches. Alors là, je ne sais pas non plus. C'est basé sur quoi? Alors je suis tout simplement en train de m'étonner de tout ce qui se passe. Mais bon, tout compte fait, en tout cas honnêtement, je ne me reproche de rien. Et j'ai demandé d'ailleurs que si cela pouvait arranger tout le monde, est-ce qu'on ne pouvait pas peut-être recourir à la voie judiciaire pour que peut-être qu'on établisse le fait et que la culpabilité de chacun soit établie. À ce moment-là, on aura un jugement qui soit équilibré et équitable. Mais bon, après, je me demande, c'est vraiment quoi l'acharnement? Je pense personnellement que le problème doit être ailleurs. Je ne sais pas me reprocher de tout cela. On parle même des changements des statuts clandestinement, mais je ne sais pas, je me retrouve pas, je ne sais pas quand est-ce que je le fais, alors que nos statuts ont été changés, ça fait 3 ans, lors d'une assemblée générale qui a décidé avec la majorité des membres effectifs, mais je ne sais pas quand est-ce que, après cela, ça a été changé, accepté, acté, notarié même au ministère de la Justice. Et je ne me souviens pas, après cela, avoir encore demandé à ce que le statut vienne chez moi, que je travaille dessus, que je modifie quoi que ce soit. Vous allez voir avec tous les documents que je ne sais pas
d'où viennent toutes ces choses, ces accusations. Et bien après, pour les gens qui ne comprennent pas, je sais que c'est choquant, mais pour nous qui sommes enfants des dieux et chrétiens, nous savons que cela peut s'expliquer du fait que le Seigneur a été aussi de cette manière maltraité par ses propres frères. Et si c'est la voie d'accomplir aussi les destins de Dieu, ma destinée, je porte ma croix. En réalité, c'est quand même pénible de voir que on vous jette des choses dont vous regardez en face, vous dites, mais attends, je ne sais pas ça vient d'où. Mais nous rendons grâce à Dieu. Vous faites bien de dire que ça peut choquer. Effectivement, ça choque parce que on a là affaire aux hommes de Dieu. Pourquoi recourir aux voies judiciaires si au sein de l'Église, on ne peut pas s'asseoir et trouver une solution à ce problème? Comment se fait la gestion au sein de l'ERC? Il est consensuel ou c'est le président qui décide de tout? Il y a l'exécutif qui travaille. Il y a quelques départements qui fonctionnent. Et tout est structuré de manière à rendre les choses beaucoup plus opérationnelles. Et chacune des provinces fonctionne avec une petite autonomie. Okay. C'est-à-dire, moi je suis au niveau national, il y a un président provincial ici, il y a dans toutes les 26 provinces les représentants. Chacune des provinces fonctionne avec une petite autonomie, mais ils rendent compte au secrétaire général. Et c'est ce fonctionnement-là que nous avons depuis notre existence. Alors, dans l'opinion, il se raconte quand même beaucoup de choses, mais il y a une autre question qui revient. On s'est dit, mais est-ce que les pasteurs de Dodo Kamba n'est-il pas en train de payer aujourd'hui ce qui s'est passé avec les pasteurs Sonika Fouta? Vous allez vous rappeler, son éjection de l'ERC s'est passée pratiquement dans les mêmes conditions. Bon, écoutez, quelques-uns se le disent, mais bon, écoutez, je ne sais pas trop interpréter ce que les gens disent, mais tout ce que je sais, je n'ai jamais personnellement été en porte-à-faux quant aux règles et aux lois et aux statuts qui nous régissent. En plus, je ne fais pas partie des personnes qui ont jeté des pierres contre mon prédécesseur, général Sonika Fouta, mais les choses se sont faites de manière à ce que, à mon retour de mon voyage des États-Unis, j'ai trouvé une disposition selon laquelle le ministère de la Justice, qui est notre responsable des tutelles, a lancé officiellement une convocation solennelle de l'Assemblée générale au cours de laquelle devrait sortir forcément un nouveau dirigeant à la tête de l'RC. Et c'est là où j'ai dit, j'ai quelques projets, j'ai quelques idées que je peux amener au niveau de l'Église du Réveil. Je peux tenter ma chance, essayer de convaincre les gens qu'ils puissent me voter. Et c'est par là que je suis arrivé, ne connaissant pas les choses qui ont abouti à cette résolution, mais je me suis renseigné auprès de ces ministères qui est pratiquement habilité à réglementer les choses de notre côté, qui nous donne même le plein pouvoir d'exister et d'opérer. C'est par là que je suis entré. Contrairement à aujourd'hui, où le ministère de la Justice ne reconnaît pas cette démarche qui est entreprise. Alors, je ne sais pas, ça va être acté et pris en ligne de compte sur base de quel fondement. Mais pour l'instant, les données sont tout autres. Ça, je peux vous le dire. La preuve en est que nos représentants de toutes les provinces, aucun d'entre eux n'est venu, n'a été invité pour assister aux assises de l'Assemblée générale. Tout a été fait par Kinshasa. Tout à fait. Tout à fait. Ça, vous pouvez, pour ne pas polémiquer là-dessus, parce qu'il y aura toujours des gens qui diront peut-être autre chose,
Mais vous pouvez vous renseigner auprès du ministère de la Justice, dans la 2e direction culte et association. Allez, vous êtes des journalistes. Ce qui m'étonne, c'est que des fois, ça m'écœure un peu de voir que le journaliste ne prenne pas soin de se renseigner à la source. C'est comme un groupe de gens qui se lèveraient pour dire, ben écoutez, quelqu'un qui s'est dit, on met désormais, tel devient cardinal pour le compte de l'Église catholique. Je crois qu'il y a quand même lieu de se renseigner auprès des instances appropriées pour vous donner des plus amples explications, informations fiables, je disais. Donc, mais quand vous le prenez à la foulée, c'est du sensationnel. Et du coup, il y a de ces journalistes qui malheureusement se basent sur l'infodémie. Et avec ça, c'est déjà une déviation et ça ne constitue pas les valeurs dans notre pays. Je crois qu'on peut facilement décourager de certaines personnes quand on est assez informé, quand on a toutes les informations qui vous permettent de baser votre publication, votre travail. Si on est venu vers vous, c'est d'ailleurs notre démarche s'inscrit dans cette logique-là, d'avoir l'information à la source, avoir également votre son de cloche. Puisque vous avez parlé d'une procédure irrégulière d'investiture. Alors, dans les cas où le président de l'ERC commet quelques fautes de gestion, quelle est la procédure pour les destituer? Rien n'a été prévu dans ce sens. La loi est tacite là-dessus. Enfin, vos règlements sont tacites là-dessus. Nos statuts n'ont pas prévu ces choses. Et en plus, il y a le sens d'honneur et des personnalités. Je vous l'ai dit, ça aurait été une faute qui touche à la doctrine, à l'éthique ou au bon fonctionnement de notre institution. Ça ne m'écoutera rien que de pouvoir démissionner, tourner le dos. J'ai bâti mon ministère, pas sur base de cette institution. Je sers Dieu avant d'arriver à la tête. Je le servirai, même après que j'ai tourné les dos à cette institution. Je sers mon pays par conviction, madame. Je sers mon pays par conviction, et parce que je n'ai que ce pays-là. Et je ne peux pas seulement le servir en étant à la tête de cette institution, je peux continuer à le servir même en étant en dehors. Et je ne veux pas m'imposer sur quoi que ce soit, mais tout ce dont j'ai besoin, c'est une petite... c'est-à-dire, j'évite d'employer des mots qui choquent, mais j'ai besoin quand même d'un sens des responsabilités de la part de tout le monde. Qu'en posant de certains actes, il faudrait savoir aussi faire la lecture de temps. Je crois que la période est très mal placée pour que nous soyons dans ce genre de bruit. Je pense que le plus important, c'est l'équilibre du pays. Ce sont des élections qui sont déjà en cours. Et vous jouez quand même un rôle déterminant dans ce processus électoral. Absolument. Et le rôle que je jouais ensemble avec les autres confessions religieuses en donnait un sens à ce que nous faisons et ça donne du respect à tous mes confrères, pasteurs comme moi. Ne serait-ce que pour ça, je pense que s'il pouvait y avoir même ma tête à chercher, ça aurait pu attendre. Ne serait-ce que le mois de janvier et puis on arrive à parler d'autre chose. Mais le soulever maintenant, vous avez l'essence de discernement, vous comprendrez que peut-être les intérêts ne sont pas collectifs, ne sont pas de tout le monde ou du pays, mais peut-être les intérêts sont purement égocentriques. On aura le temps de parler du processus électoral et du rôle que l'ERC joue, mais on aimerait savoir, pasteur Dodo Kamba, quelles sont les relations que vous entretenez avec vos pairs? Des très bonnes relations. Des très bonnes relations. En plus, il faudrait le savoir que quand on parle de pères, si vous en avez 10 et que 2 sont frustrés et que 8 sont contents, je pense qu'il faudrait maintenant poser la question pourquoi les 2 sont frustrés. Et en plus, si vous faites un effort
de pouvoir l'enlever de leur tête et qu'il y a une résistance. Il y a de l'impasse. Vous sentez que le raison des choses qui vous sont reprochées ne sont pas fondées. Alors, que ferez-vous à ce moment-là? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Mais je donne un peu du temps. Les jours qui viendront, le mois, les années qui viendront, les gens finiront par connaître ce que j'ai vécu, à quoi je suis réellement victime. Je suis une victime d'un complot et de certaines personnes. Et je ne pense même pas que mon vrai problème soit mes frères qui sont avec moi dans ma confession. Mais le problème est ailleurs. Mon combat est beaucoup plus grand que ça. Mais bon, malheureusement, oui, il y a des gens qu'on a dû utiliser par lesquels ces forces sont passées. Je suis en bataille avec de certaines forces extérieures et je suis conscient de ça. Mais pour moi, je pense que je ne joue que mon rôle, celui de pouvoir aider mon pays, apporter le meilleur de moi-même. Et j'ai toujours pensé que dans ce pays, tout le monde a droit de vivre, tout le monde a droit d'espérer. Et même l'étranger qui est dans ce pays a le droit de vivre et d'être sécurisé. Et je pense que ma lutte est beaucoup plus nationale que... bon, voilà. Le terme approprié, c'est patriotique. Ma lutte est beaucoup plus patriotique et pour les intérêts nationaux que je suis peut-être mal vu par quelques-uns. Mais nous nous sommes battus pour la paix. Et je ne veux pas moi-même être l'élément par lequel cette paix sera inquiétée. Mais le pasteur Dodo Kamba, vous dites bien, vous n'aimeriez pas être le canal par lequel la paix serait menacée, mais beaucoup le voient déjà comme ça. Vous vous rappelez, avec la désignation du président de la CENI, c'est l'ERC, l'Église de Réveil du Congo, qui a fait, on va dire, comme un forcing pour que Denis Kadima arrive à la tête de la CENI. Et cela a même valu le retrait des églises catholiques et protestantes de confession religieuse. Est-ce que vous ne craignez pas de porter cette responsabilité? Je ne pense pas. Je voudrais vous demander de retirer à la mesure du possible un mot que vous avez dit, le forcing, lorsque nous travaillons pour la désignation du président de la CENI. Il n'y a pas eu de forcing de ma part, il y a eu tout simplement le rappel de droit de manière équilibrée. Parce que nous avons travaillé en bonne et due forme. J'ai été versé dans les écrits, dans nos textes, qu'à l'époque nous parlions de la charte. Et c'est ce que nous avons exhibé, qui nous a valu cette considération et cette attention de la part de la communauté nationale et internationale en même temps. Mais en ce moment-ci, je sais que ce qu'il faudrait faire en ce moment, c'est de consolider, d'essayer de garder, de protéger les acquis de notre plateforme, du travail que nous avons fait tous, celui de pouvoir amener le gens à voter, que les élections passent. Aujourd'hui, si l'on déstabilisait l'RC vraiment de manière aussi formelle, ça va coûter à ce travail que nous avons fait. Je crains fort que ça ne puisse pas jouer en faveur du pays. Et c'est pour cette raison que nous insistons que tous ces désordres, toutes ces tentatives ne puissent pas nous déranger parce que les autorités du pays, en commençant par le ministère de la Justice, les autorités connaissent que les règles qui ont été enfreintes ne sont pas violables dans un pays qui se veut état de droit. Et ce n'est question que de rappeler à l'ordre des personnes. Je vous donne un exemple simple. Quand le ministère de la Justice, le secrétaire général, qui est le haut cadre administratif, c'est le patron de l'administration du ministère de la Justice, écrit, j'ai été saisi en ampliateur, écrit
à ces personnes qui voulaient faire l'investiture que vous devez surseoir pour raison de permettre au ministre de pouvoir s'enquérir de la situation, savoir ce qu'il faudrait faire, et qu'ils ont bravé cette mesure. Ils l'ont même défié, disant que nous allons forcément le faire. Alors allez-y comprendre où est-ce que nous allons. Et cette manière nous dérange énormément. Nous dérange énormément. Et je crois qu'il faudrait que aussi les autorités du pays prennent à bras le corps de certaines choses et qu'elles puissent à leur niveau voir ce qu'il faudrait faire pour rappeler certaines personnes à l'ordre. Je crois que nous ne sommes pas dans une jungle pour que tout le monde fasse régner sa propre loi. Et nous prêchons tous les jours. La justice élève une nation. La justice part de respect des règles et des droits établis qui constituent quelques éléments de la moralité et de la maturité d'un peuple. Récemment, on a vu vos pères, le père fondateur de l'ERC, solliciter une rencontre avec le chef de l'État pour lui faire part justement de la crise, si on peut dire ça comme ça, qui sévit au sein de votre structure. Mais au regard de ces remue-ménages, est-ce que ceux qui pensent que les églises de réveil roulent pour le pouvoir en place ont-ils tort? Bon, les gens peuvent juger comme ils peuvent juger, hein, mais écoutez, c'est parmi les fondateurs, les gens qui ont demandé rencontrer le chef de l'État, c'est leur droit. Cela ne veut pas dire que nous sommes carrément pour le pouvoir, pour le simple fait de le faire. Je crois que c'est leur droit d'aller voir le chef de l'État, de présenter leurs desiderata. C'est tout à fait normal. Là, il n'y a aucun péché pour cela. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous qualifier de pro-pouvoir à cause de cela, ce serait quand même de trop. Et je ne vois pas pourquoi on nous qualifierait de la sorte. Aujourd'hui, moi, à la tête de notre institution et des autres confessions religieuses, on peut également demander une rencontre avec le chef de l'État. Il peut nous l'accorder quand il a le temps de le faire. Mais cela ne fait pas forcément de nous de pro-pouvoir. Et je voudrais que les gens fassent quand même une différence et la part des choses. Le chef de l'État, il est chef de l'État pour tout le monde. Même ceux qui sont de l'opposition, ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas, il est le chef de l'État pour nous tous. C'est-à-dire tout le monde a le droit de le voir. Et aller le voir, c'est aussi peut-être un moyen d'entendre aussi sa sagesse quant à certaines règles, à certains principes. Et s'il nous accorde l'audience, c'est parfois pour nous écouter aussi et nous conseiller aussi. Je crois que, pour moi, ça n'a rien à voir avec tout cela, madame. Donc ceux qui disent ça ont tout faux. Ben oui, ils ont tort de le dire et il faudrait peut-être qu'ils revoient leur façon d'approcher les choses. Et après, si jamais un jour il est arrivé qu'il y ait un autre président, et nous ferons pareil, c'est comme ça, c'est le chef de tout le monde. Il a le devoir de s'occuper des affaires de son peuple. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ok, alors je l'annonçais tout à l'heure, on va également parler du processus électoral en cours. Dans pratiquement un mois et demi, les Congolais seront appelés à aller voter. Mais ce processus, vous le savez, n'est pas totalement inclusif parce que il y a une frange de politiciens qui sont restés en dehors, fustigeant le fait que c'est Denis Kadima qui est là et sa désignation n'a pas été faite selon la procédure. Alors vous, en tant qu'Église de réveil, vous vous sentez à l'aise d'aller dans les élections dans ces conditions-là où d'autres sont exclus? Madame, très à l'aise, vous savez pourquoi? Ça s'appelle le règle démocratique. C'est ça la vraie démocratie. Et j'apprécie énormément. Les gens qui ont pris cette position, je les apprécie. C'est ça la démocratie. On est libre de dire non, de la manière dont on pense. Mais également, dans la règle de la démocratie, on regarde également la majorité. Si vous êtes à 20 ou à 30 ou à 100,
et que la majorité pensait qu'on peut aller avec. La minorité disait non. Je crois qu'on doit opter sur la décision, on doit opter pour la décision de la majorité. Mais cela ne dit pas que les gens qui ont refusé ont arrêté de servir leur nation. Je le répète ici, les gens qui ne sont pas, enfin, ceux qui ne sont pas partie prenante du processus n'ont pas cessé de servir leur pays. On ne peut pas forcément servir le pays en étant dans le pouvoir ou opposition de manière officielle, mais il y a d'autres qui ne sont pas dedans, mais qui servent leur pays. Et je crois que ces gens-là seront en train de sonner l'alarme pour dire, ben écoutez, il y a telle chose à observer, telle chose à observer. Je crois qu'ils sont en train de jouer leur rôle, mais de cette manière-là. Ça s'appelle partition. Les tractations au sein de l'ERC pour désigner Denis Kadima, pour beaucoup, ils estiment que ça sera une tache d'huile sur votre mandat. Ne vous en faites pas, madame. Nous avons suivi les règles, le principe. Aujourd'hui, ce n'est plus une question à évoquer. Et j'ai eu l'occasion, je vais vous dire, nous avons eu à faire une petite tournée. Et dans cette tournée, nous avons vu quelques opposants, entre autres le professeur Chadari, nous l'avons vu, nous avons vu le président Martin Fayoulou, nous avons vu le président Adolphe Mouzito, et nous avons vu quelques-uns des opposants, sans oublier ceux qui sont du regroupement qui sont attachés au pouvoir. Mais nous avons parlé et tous ont dit la même chose. Personne ne doute du travail que nous avons fait à notre niveau. Celui de désigner celui qui doit être à la tête. Ça, c'était notre responsabilité à nous. Tous disent, vous avez le plein droit d'opérer votre choix comme vous l'avez fait et personne ne s'y oppose. Ne s'y oppose même jusqu'aujourd'hui. On sait que nous avons suivi les règles, le principe. Par contre, il y a eu d'autres revendications par rapport à leurs membres, les dissidents qui sont allés peut-être se présenter à leur nom, quelque chose de ce genre. C'est là où ça posait quelques problèmes, alors que les autres avaient aussi leur justification. En fait, c'est le jeu démocratique. Hein? Mais dire qu'aujourd'hui, le problème au niveau du président de la CENI dérange, je ne pense pas que ça puisse être le cas. Renseignez-vous, la page là a été déjà tournée, parce que nous avons fait notre travail en bonne et due forme, et nous avons dégagé le meilleur, tous ensemble, et quelques hésitations, quelques accusations qui ont été soulevées à son intention ont été élaguées. Alors, vous êtes aujourd'hui fier de continuer sans les églises catholiques et protestantes? Bon, quand même fier, c'est trop fort. Fier, c'est trop fort. J'ai dit, c'est vrai que nous continuons avec notre plateforme sans eux, malgré nous. Parce qu'on ne peut pas non plus baisser le bras. Mais il faut admettre qu'il y a d'autres raisons qui nous mettent ensemble. Il y a d'autres cas qui permettent à ce que nous puissions nous retrouver. Nous nous retrouvons hein, pour d'autres cas du pays, parce que ce sont des religieux comme nous. Il y a des cas qui nous forcent de nous retrouver. Par exemple, à l'époque où on a fait le deuil de Patrice Emery Lumumba, on a tous fait un culte d'ensemble à la primature. Tous étaient là, les catholiques, les protestants, nous autres, nous étions là, nous tous. Donc, il y a des cas qui nécessitent à ce que nous puissions parler le même langage. Nous nous retrouvons. Aujourd'hui, quand on parle des élections, ils ont également une mission d'observation pour eux qui a été accréditée par la CENI, que hier, ils ont redouté, aujourd'hui, ils ont accepté, c'est-à-dire ils sont dedans. Ça veut dire qu'il y a des points de convergence quand même. Vous vous entendez. Absolument. Mais quant au reste, nous espérons que les jours qui viennent, les années qui viendront, permettront à ce que nous puissions nous remettre sur la table. Parce qu'on n'est pas ennemis. Il faut dire qu'il y a quelques points qui ne nous ont pas mis ensemble, mais cela ne veut pas dire qu'on ne se remettra plus jamais ensemble, ne serait-ce que dans ce même cadre, et pour regarder de l'avant. Alors, pour clore ce chapitre lié au processus électoral, que prévoit de faire l'ERC par rapport à ces élections? Vous l'avez dit, l'Église catholique et protestante vont mobiliser une mission d'observation. Et vous, de votre côté, vous comptez aussi larguer comme ça vos observateurs? Ne vous en faites pas, je ne parle pas de l'ERC elle-même,
parce que l'RC ne fera rien d'elle-même dans le cadre électoral. Tout se fera dans la plateforme avec les autres confessions religieuses. Nous avons aujourd'hui 9 dans notre plateforme. Nous travaillons ensemble et nous nous préparons pour une grande mission d'observation qui déploiera sur toute l'étendue de la République autour de 60 000 observateurs sur toute l'étendue de la République. C'est quand même beaucoup. Ah ben il y a une formation déjà au préalable? Tout à fait. Il y a déjà des observateurs à long terme qui ont déjà été mis en formation. Ce sont eux qu'on va déployer les jours qui viennent. On attend quelques moyens de la part de nos partenaires. À qui finance justement? Nos partenaires, on a écrit à quelques-uns de nos partenaires, il y a des particuliers, il y a des institutions, il y a des organismes qui vont nous aider à y parvenir. Okay. Alors, qui déjà sont favorables. Ok, c'est une bonne nouvelle pour vous alors. Merci beaucoup. Alors, si on doit résumer les mandats du pasteur Dodo Kamba à la tête de l'ERC, quelles sont vos empreintes que vous aurez laissées après votre passage à la tête de l'ERC? L'homme pasteur. La dignité et la valeur de l'homme pasteur. J'ai passé beaucoup plus mon travail autour du relèvement de l'homme pasteur quant à la consécration. Et depuis un certain moment, j'ai tapé la main sur la table pour que le pasteur incarne un témoignage qui soit digne, qui nous permette d'être respectés aux différents niveaux. Et ce travail a atteint un niveau très avancé, je ne peux pas dire que c'est terminé totalement. Et en plus de cela, notre administration avait beaucoup de soucis. Du genre? Du genre, même le petit moyen pour avoir des tables pour recevoir des personnes, on n'en avait pas, nous les avons mis et nous avons aujourd'hui nos documents certifiés et sécurisés. On ne peut pas le pirater. À l'époque, les gens achetaient nos documents partout, sur toute l'étendue de la République. Chacun le faisait dans des cyber et peu plus partout. Actuellement, ce n'est plus le cas. Personne ne peut pirater nos licences, nos documents pour appartenir à l'RC. Du côté administratif, nous avons quand même eu un peu de l'avancée. Et le reste des choses, c'est purement à l'interne. Nous avons opté pour le respect des lois établies. Ça fait jour pour jour 3 ans que nous respectons le rapport annuel de notre existence auprès du ministère de la Justice et nous le déposons chaque année et nous respectons cela. Nous sommes en ordre avec ça et c'est par contre le moyen qui nous manque pour mettre sur pied d'autres projets. Et nous avons écrit au ministère des Affaires foncières pour pouvoir nous faciliter quant aux terres et quelques propriétés qu'on disposerait à l'église du Réveil pour, serait-ce que, ériger nos bâtiments pour nos universités et le reste. Ils ne nous ont toujours pas répondu jusqu'ici. Ah, parce que vous avez des projets de construire des écoles, des universités. Tout à fait. On a écrit, mais on n'a toujours pas de réponse jusqu'à aujourd'hui. Donc on comprend aussi, le pays est peut-être préoccupé par beaucoup d'autres choses. On attend. Parce que toutes les autres confessions ont eu ces avantages. On leur a donné beaucoup plus d'espace ici comme à l'intérieur. Et nous avons demandé la même chose, qui jusqu'à aujourd'hui tarde. On est parfois marginalisé comme ça, mais que voulez-vous? On fait avec ce qu'on peut. Donc, comme disent le français, à l'impossible, nul n'est tenu. Comment vous entrevoyez l'avenir de l'ERC? Très meilleur, si jamais on nous donnait l'occasion de faire appliquer le principe et les règles. Et j'ai longtemps demandé à ce que l'on nous donne la liberté de la régulation par rapport à... Quand on parle de la régulation, c'est par rapport à la conduite de certains pasteurs, de certaines églises. Vous voulez avoir un pouvoir coercitif sur absolument, les pasteurs? Absolument, parce que ça nous a été donné, mais pas de manière si claire et spécifique. Et là, c'est au niveau du ministère de la Justice que nous demandons à ce que nous soyons en mesure de fermer d'autres églises qui vraiment constituent
le sujet de la honte, des antivaleurs. Et ça, pour y parvenir, nous sommes dans un État laïque. Il ne faudrait pas que l'on puisse violer les lois du pays. Il faudrait qu'il y ait des termes appropriés qui nous permettent de prendre des mesures qu'il faudrait pour pouvoir réglementer de certaines choses à un certain niveau. Donc nous y allons mollo mollo. Je crois que dans l'avenir, on pourra bien faire les choses comme ça se passe au Rwanda, en Angola et en Afrique du Sud. Et tous ces désordres que nous voyons, quelqu'un s'élève, il défie les autorités, faire ceci. Ailleurs, ça n'existait pas parce que les choses ont été réglementées. Le pouvoir, le plein pouvoir a été donné à ceux qui sont habilités et censés réglementer le cas de leur secteur. Alors, votre mandat court jusqu'en 2025. Vous pensez vous représenter à nouveau? Bon, vous savez qu'avec tout ceci, je ne sais pas. Si ma communauté m'a encouragé de le faire, je le ferai. Si ma communauté, ma famille me dit de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Tout dépendra, et de l'orientation également de Dieu. Et dans l'entretemps, vous savez que j'ai aussi la liberté de démissionner quand je veux. Ça aussi, c'est une voie. C'est aussi une option. C'est aussi une option. Donc, je tiens à ma dignité, à mon honneur. Quand je le dis, parfois ça me donne des larmes aux yeux. De toute ma vie, on ne m'a jamais insulté comme je l'ai vécu depuis un certain moment. Et j'ai toujours veillé sur ma dignité. J'ai servi Dieu plus de 2 décennies dans ce pays. Je n'ai jamais été un sujet d'opprobre et de déshonneur pendant plus de 2 décennies. J'ai toujours veillé sur mes valeurs, ma vie. Mais depuis que je suis arrivé à la tête de l'RC, voulant bien faire les choses, j'ai vécu l'infernal. Et à un certain moment, ça devenait très dur pour moi. Mais tout compte fait, j'ai tout encaissé. Et j'ai eu le temps de prier et de pardonner à ceux qui le font. Et je le fais pour l'amour de mon pays. Parce que je connais mon rôle à jouer dans cette nation. Et je le joue. Et je pense que j'ai hâte de tourner les dos à cette page. Parce que je sens que j'ai beaucoup de choses à faire encore. L'année 2023 a été particulièrement difficile pour vous. Pénible même. J'ai été empoisonné. Vous étiez malade? J'ai été empoisonné. J'ai vécu le calvaire. J'ai failli laisser mes petits-enfants. Mes enfants tout petits. Et tout ça, c'est à cause de quoi? Je ne sais pas. Et c'est parfois pénible de vivre de certaines choses, mais bon, que voulez-vous? Quand on connaît son rôle, parfois, on se fortifie. Mais je dois admettre, madame, que mon éducation ne m'a pas permis de franchir de certaines limites. Et après, je me demande si je suis où. Mais c'est ma propre honte, parce qu'il s'agit de mes frères. Il s'agit de gens qui partagent la même foi que moi. Parfois, j'ai honte de le dire à haute voix. Mais n'est-ce pas que dit-on, le linge sale, c'est la bonne famille. Je pense que Dieu nous donnera le jour, le moyen de pouvoir régler ces choses à l'interne pour que chacun comprenne que nous avons également le ciel à gagner et qu'à un certain moment, il faudrait aussi être sûr dans sa conscience, dans tout ce qu'on fait. Est-ce qu'on n'est pas en train de frustrer Dieu? Est-ce qu'on a vraiment besoin du concours du ciel? Et après, on croise les bras. On ne sait rien faire. On fait avec. Pasteur Dodo Kamba, merci de nous avoir ouvert les portes de votre résidence pour cette émission. Je vous accorde 1 minute, un message à toute l'opinion qui vous suit en ce moment, l'opinion nationale comme internationale, parce qu'on est capté dans le reste du pays et en dehors du pays également.
Si j'ai un message, pour l'instant, je dirais à tout celui qui me suit, apprenez à vous pardonner réciproquement et aimer ce pays. Aimez-vous les uns les autres. Je pense que ce qui nous arrive est aussi parfois une leçon de comprendre dans quelle vitesse le monde s'engage, mais c'est encore possible de sauver les meubles et de sauver nos valeurs. L'Église du Réveil du Congo est tenue servir d'exemple. Nous allons nous battre pour que les valeurs soient privilégiées et les vertus que nous incarnons au nom du Dieu de la Bible et de la parole de Dieu que nous enseignons. Soyez en paix. Et ce qui nous préoccupe, ce sont des élections. Nous voulons que le pays soit dans la quiétude jusqu'à ce que cette étape passe. Il peut y avoir des malentendus entre deux frères, mais ils finissent par s'entendre. Nous finirons par nous entendre. Ne vous en faites pas. Ceux qui sont choqués par ce qui se passe au milieu de nous, nous vous présentons nos excuses. Ce sont des choses qui n'auraient pas pu être à votre portée. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un siècle des réseaux sociaux. Beaucoup de choses vont vite, mais nous allons arranger ces choses. C'est au sein de nous-mêmes. Il y a beaucoup plus de choses qui sont il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Et que par rapport à ce qui nous sépare, c'est ce qui attire l'attention de quelques-uns. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est sur ces paroles de paix prononcées par le pasteur Dodo Kamba. Dans un entretien, vous l'avez compris, vraiment à cœur ouvert. Nous vous disons merci et c'est la fin de cet entretien. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres numéros. Merci.